Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Alors, comment exprimez-vous votre colère ou votre mécontentement ? Par une insulte ou par le silence? C'est ce dont il sera principalement question aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur la planète nectarienne. Cette planète sur laquelle on se chamaille entre frères et sœurs gentiment, mais dans l'amour. Alors, comme dit tout à l'heure, nous allons aujourd'hui aborder le thème de la violence verbale. Oui, on n'en parle pas souvent, mais c'est une vraie peste. Alors, nous sommes là, nous sommes prêts. Et bien sûr, après, voilà, nous parlerons bien sûr de santé, de beauté, de sport. C'est d'ailleurs pourquoi Elias est en tenue de sport. Vous aurez, vous aurez toute l'occasion et le loisir de voir tout à l'heure. Et Nectar est dans la place. Faites du bruit pour Nectar. Oh. Non mais le bruit il est rapide, faut pas faire trop. Non, ton bruit ne va pas. Oh, tu fais du bruit. C'est quand même. Et il y a un qui fait ouh et il y a l'autre qui fait ouh. Il sera chaud en fait. Non, reprends. Nectar est dans la place, faites du bruit pour Nectar. J'aime bien ce qu'elle a fait. Alors, la famille, cette nuit, la journée d'hier, ce matin. Toute belle. Il n'y a rien à dire, toute belle. Vous savez, c'était de rêve en plus. Parce que j'ai passé d'excellents moments après l'émission, à l'émission, après l'émission. Et la nuit, waouh, ne disons plus, j'ai fait de beaux rêves. J'ai rêvé de vous en train de me faire des cadeaux. Et souvent, mes rêves, ils s'accomplissent toujours. Tu as dormi à combien? Tu veux que je t'offre un stylo? C'est aussi un cadeau. À 2 pattes. Voilà. Ah, ok. Bon, bref, ça me dépasse. Navissan dit rebonjour à toi. Bonjour le plateau, comment vous allez? Ça va bien. Bon, je vais bien aussi. Juste pour souhaiter une bonne suite de semaine, toujours dans l'aventure nectarienne. Restez toujours dans notre effervescence plutôt à nous. Et la journée continue. La journée continue, c'est sûr. Et nous nous tournons vers celui que vous surnommez sur nos pages, le seul coq de la basse-cour. Bon, vous savez, il ne faut pas faire trop de bruit des fois, il faut laisser les gens parler pour toi, donc merci les gars, merci aux fans. Alors là, je salue tous ceux qui nous suivent, merci d'être encore et toujours au poste pour vous faire servir de la très bonne humeur, de la très bonne information aussi, comme tous les matins dans Nectar. Alors moi, je vais parler aussi rapidement de ces gens qui font des métiers qu'on n'a pas trop, qu'on n'aime pas trop considérer malheureusement, mais des métiers qui sont importants, qui sont indispensables. Je vais faire un clin d'œil spécial à ces jeunes-là qui ont l'habitude de nettoyer les pare-brises maintenant au feu rouge. Je trouve ça extraordinaire quand je les vois, même si des fois il y en a qui refusent de leur glisser des pièces. Je me demande pourquoi, mais faites tout aussi pour les supporter, c'est important parce qu'ils en ont besoin. Voilà.
C'est vrai, hein. Bah. Il y en a quand même pas mal. Il y a aussi des enfants qui Oui, des font enfants. de temps en temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Hein, ces enfants. Oui. Ouais, ça, c'est un autre On en sujet. parlera, c'est Bien sûr. sûr, bien sûr. José, tout en jaune. Bonjour Naïda, oui. C'est parce que tu t'appelles José qu'aujourd'hui tu es en jaune. Il faut que je Ça fait comprenne. Gigi. Ah, jeune José, Gigi. Jaune, j'ai juste envie de partager Mhm. et la joie Ouais. avec vous ce matin. Voilà, c'est pour ça que D'accord. je suis en jaune. Elle a gagné un jackpot, hein, peut-être avec nous, tranquille. Voilà. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé une excellente nuit comme moi. D'ailleurs, c'est bien de toujours commencer sa journée avec Nectar. Nectar est dans la place et c'est pas. Fait du bruit? Non, non, on l'a déjà fait. Donc voilà. Ce matin, je fais un coucou spécial à ma grande sœur chérie. Juste pour te dire que je t'aime. Voilà. Et pour nous, nous tous qui, hier on en a parlé sur la route, nous devons vraiment être prudents et respecter le code de la route. Les accidents continuent par flamber et donc Prudence. prudence. D'accord. Prudence et voilà, nous faisons tous un gros coucou à la grande sœur de José, Ah oui. et Blessing, n'est-ce pas? Blessing. D'accord. Que je connais Gros bien, coucou à toi, Blessing, car nous savons que tu nous suis toujours fidèlement. Oui. Et ce matin, Je suis toujours. nous voulons te dédicacer cette chanson à toi ainsi qu'à toute l'équipe technique, à notre superbe réalisatrice Melka, à Arafat qui est dans le studio, voilà, et à toute l'équipe, à tous nos preneurs de son qui font un travail exceptionnel. Et nous vous dédicassons à vous également, chers téléspectateurs, cette chanson, juste après une devinette pour vous, et c'est Zélia Joe des Maïa. Lolonye benye nuko nae kakaka benye koyano chofifia imavo eti beyevyo najinya tututu vapeto vaya bene mebia ebena ye mablemo beyenga nona nyeyo nakanye majoro ebeyele tesure eyaye nona meku mafovi nyuma zolo hey 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 Chico sigo me mile Do you miss me? Because you saw. I miss you. Lolonye benye nuko nae kakaka benye kuyano chofifia imavo eti beyevyo najinya tututu vapeko vaya bene mepia ebena ye mablemo eyenga nona nyeyo katanye majolo ebeyele tesure eyaye nona meku mafovi nyuma jolo hey 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 Chico sigo me mile Du village de Montaut, franchement. Be ma trovan be e gava be ma trovan be e le clodi be ma trovan be un ciò trona ma e ngale luega che via
ciao le dica che canti yoga trova che veve se le digne. Des Maïa, c'est ça, dans le bon accent. Est-ce que je devrais y aller? Donc, de Zélie Adjo qui nous demande, est-ce qu'il faut que j'y aille? Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a rencontré un monsieur, il est venu voir sa famille et elle est partie rester avec ce monsieur. On dirait qu'ils se sont disputés. Et elle se demande s'il faut qu'elle retourne malgré tout. Bon, donc, des Maïa 2. Elias, c'est quoi ce regard? Non, mais il n'y a rien à dire, sinon tu as bien décrit la situation. Maintenant, Sandra aurait voulu commenter. Malheureusement, on n'est pas dans la rubrique d'histoire. On n'est pas dans mon histoire. J'ai l'impression que ça ressemble à une histoire, mais on n'est pas dans mon histoire. Carrément. Donc, c'était Zélie Adjo, des Maïa. Grande voix, hein? Oui, une très grande voix togolaise, bien sûr. Bien sûr, une très C'est grande voix. du jazz, non? Le style qu'elle fait. Jazz, Du Take 5, jazz, Elle est un peu un peu d'afro. afro-blues et un peu, voilà. Sinon, Zélie Adjo, elle chante extrêmement bien. Elle a un talent de fou et un style quand même assez particulier. Voilà. Donc, comme promis, nous avons une devinette aujourd'hui, encore. Super. Et pour nos deux gagnants de la dernière fois, Monsieur Daniel et Monsieur Georges, vous recevrez vos colis aujourd'hui même, ainsi que le gagnant d'aujourd'hui. Je tiens à le préciser. Et vous avez pour devoir de nous envoyer des photos avec vos colis que nous montrerons à l'écran, bien sûr, pour encore vous féliciter. Et maintenant, nous passons à notre énigme du jour. Prêt? Je suis prêt. Vous répondez Mais malheureusement, tu demandes que. Enfin, tu Alors, veux pas qu'on réponde. notre énigme est Je comprends celle-ci. pas. 5 sœurs sont dans une pièce. Anna est en train de lire. Ok. Thérèse en train de cuisiner. Katia joue aux échecs. Marie lave son linge. Que fait la 5e sœur? C'est une paresseuse. C'est une paresseuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elias, je répète, 5 sœurs sont dans une pièce. 5 sœurs sont dans une pièce. Anna est en train de lire. Thérèse cuisine. Katia joue aux échecs. Marie lave son linge. Que fait la 5e sœur? Donc, c'est notre énigme d'aujourd'hui. Nous allons la rappeler. Et aujourd'hui, ce que vous gagnerez, c'est ce bon. Donc, c'est un bon qui vous permet d'aller dans une boutique de la place et de choisir vous-même le tricot que vous voulez porter. Wow. Donc, ça, c'est le lot d'aujourd'hui. Vous-même, vous vous rendrez dans la boutique et avec ce bon, vous choisissez la couleur, la taille, le modèle que vous désirez parce qu'ils en ont plein et ils sont très beaux. Voilà. Tu ne veux pas qu'on réponde, nous? Non, c'est surtout pas pour vous. Hein. Mais maintenant, surtout pas pour vous. Comme astuce, est-ce qu'on peut connaître l'origine des sœurs? D'où elles viennent? Tu veux savoir si elles ça sont peut aider, togolaises? ça peut aider. Parce que... On va lire quelques messages. Bonjour la planète. Bonjour. Comment vous allez ce matin sans maman? C'est compliqué. Maman sans nous ici. Ouais, j'arrive même pas à parler. Bon, je vais lire la suite. Naïda, j'ai envie de faire une vidéo avec toi. On fait comment? Il n'y a pas de problème. Il faut me joindre et puis je gère ça. Édouard depuis Atiégou. Et selon Édouard, la 5e aussi est en train de jouer au jeu d'échecs. D'accord. Merci beaucoup Édouard depuis Atiégou. Et on a ce message
Bonjour la famille Nectar G6. Bonjour, Moins monsieur. Ouais, bien entendu, Monsieur Nectar Mola. G6 Ouest. Parce qu'aujourd'hui, maman est absente. J'espère que vous allez bien. Ça va? J'ai le plaisir de vous informer que désormais, j'ai homonyme célèbre en effet le nom de la mascotte de la future Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 qui se déroulera en janvier 2022 au Cameroun s'appelle Mola. Ah oui, un homonyme célèbre. Hein? Très célèbre. Excellente suite d'émission et gros coucou à vous, spécialement à Sandy. Monsieur Mola, pourquoi c'est toujours spécialement à Sandy? En tout cas. Elles sont rancune. Ouais, c'est sans rancune quand même. Ouais, Mais, c'est sans rancune. Mais il faut le soulever, quoi. Et on a ce message, Hello Nectar, la 5e sœur joue aussi aux échecs. D'accord. D'accord, c'est noté. On a ce message, salut mes frères et sœurs. Salut l'ami. J'aimerais profiter de votre occasion pour saluer quelques amis. Je salue ma voisine Pélagie depuis la Côte d'Ivoire. Ah, vas-y. Je salue ma princesse Mariam depuis Côte d'Ivoire. Ma fille Dabla Afigno. Et merci beaucoup, c'est monsieur Dabla Kokouda depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Dabla. On a ce message, bonjour Nectar, la 5e est en train de jouer au jeu, bon, je pense que c'est d'échecs, hein? Ok, d'accord. Bonjour, la 5e aussi joue au jeu d'échecs, d'accord, c'est noté. Et on a ce message, bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien. Moi je pense que la 5e regarde la télé. D'accord. Ça c'est Elias Pepite. Nectar. Bonjour à l'émission. Bonjour. Cette information-là, on va peut-être la chercher pour vous. Hein. Ouais. On va demander pour vous. On va demander l'info pour vous. Bonjour le plateau. Bonjour. C'est Ben Charlie. La 5e joue elle aussi au jeu d'échecs. D'accord. C'est noté. D'accord, c'est noté. Un gros bonjour à toutes si c'est vraiment avec... Un gros bonjour à tous et à toutes. Si c'est vraiment avec un régime de bananes qu'on fait la dot, j'allais déjà être mariée. Oh. Il parle du clip. Le monsieur a amené un régime de bananes et puis il a pris la femme. Exactement. Malheureusement, ce n'est qu'un clip. Peut-être que ça dépend du village, je ne sais pas. Ça dépend aussi. Ah, mais ça dépend pas. Mais certains disent que pour la dot, certains ne demandent qu'une bouteille d'eau. Oui, certains d'alcool. 2021. José, pardon. Pardon. Non, c'est une question. José, il faut tout un lac ou un fleuve. Pour José, c'est le lac. Hein? Pas une Ou bien le fleuve. On lui emporte ça, quoi. Bonne émission à vous. Et que le Seigneur vous assiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit bonjour à tous. Bonjour. La 5e est en train de dormir. D'accord, c'est noté. Bonjour la famille. Aujourd'hui, c'est la première fois que je suis votre émission. Je suis heureux. À mon avis, la 5e regarde la télé. Allez, bisous à la famille et un grand bisou. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bisous reçus et renvoyés. Elle regarde la télé. Elias disait qu'elle est paresseuse. Bon, bref. Personne ne sait ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Hein. Bonjour la famille Nectar. Comment allez-vous? Nous allons bien. Super. Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe de France, Paris contre Monaco. Allez Monaco, c'est Amos Star depuis Fleur-Jardin. Oui. Okay. Elias, tu supportes qui? C'est difficile à dire, mais moi, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée quand même, quelque part. Bonjour le plateau, la 5e sœur dort et c'est de Achou, d'accord. Bonjour Nectar, la 5e aussi joue au jeu avec sa sœur, d'accord, c'est noté. Bonjour les amis de la planète. Bonjour. Chris Trésor depuis Jack Blay. Moi j'ai la réponse, mais je veux d'abord la question. Merci. Donc je rappelle notre énigme du jour. 5 sœurs. 1, 2, bon, on n'est que 4. Bon, disons 5 sœurs. 5 jouent au jeu. Je dis jouent. Sont dans une pièce. Voilà. Anna est en train de lire. Thérèse est en train de cuisiner. Katia joue aux échecs. Marie lave son linge. Que fait la 5e sœur?
Donc, 5 sœurs sont dans une pièce. Oui. La première, Anna, est en train de lire. La deuxième, Thérèse, est en train de cuisiner. La troisième, Katia, joue aux échecs. La quatrième, Marie, lave son linge. Que fait la cinquième sœur? Voilà, j'espère que vous nous enverrez la réponse que vous avez déjà. Bonjour, moi c'est Jules. La cinquième sœur joue aux échecs. D'accord, c'est noté. Et maintenant, nous allons quand même passer à la pensée du jour. Et après, on revient encore sur l'énigme et tout le long et beau programme que nous avons pour vous. Pensée du jour. Ce n'est toujours pas moi qui vais vous donner la pensée du jour, mais c'est... Je fais un roulement de tambour pour toi? Oui, c'est ça. Alors. Notre navire, Oh. notre tante, Dis. celle qui amène du thé, Elias et nous. Ah ouais, bien sûr, ça c'est important. Celle qui partage les bonbons sur le plateau, À tout le monde. qui amène les bonbons, Ah oui, qui amène le thé, je suis d'accord. qui fait des bons gâteaux, Ah ok, désolé. qui nous fait des soins, Ah, cheveux, visage, si tu mets cheveux. corps, ongles, pieds, mains. Ouais. C'est quoi tu Navi déclames? Sandy, Ouh, notre philosophe du jour. tu déclames un poème carrément. Hein. Je sais que peut-être qu'il y a du chocolat Du pour moi. chocolat, Il faut tu auras que- ton chocolat. Ah bon, carrément. Attends, il faut que je m'y mette alors. il faut Navi, bien faire. celle-là qui. Toi aussi, quand tu sais que tu veux, il faut bien faire à Talakou, Navi Sandy. C'est Navi Sandy qui nous donne la pensée d'aujourd'hui. Oui, Nous merci t'écoutons. Neda. Pour la pensée d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une pensée que l'on côtoie tout le temps, mais des fois, ça a une dimension un peu profonde par rapport à nos amis qui nous fréquentons et tout. Avec la pensée dit tout simplement, tenez-vous loin des gens négatifs. Tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. Tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. C'est la pensée. Tenez-vous loin des gens négatifs. Oui. Ils ont un problème pour chaque pour solution. chaque solution. Pensée en dit beaucoup Oui. quand même. Hein. C'est vrai que c'est une pensée que nous côtoyons tout le temps, mais c'est un peu profonde par rapport à nos amis, à nos relations. Que On ce te soit... laisse en même temps faire ton développement. Ok, si vous le permettez, je vais faire un petit développement, vous laisser et puis on va conclure après. D'accord. Ok, quand nous parlons de ces personnes négatives, qui nous mettons là-bas, c'est-à-dire qui sont ces personnes négatives? Est-ce que déjà nous nous mettons à observer quelles sont ces personnes que nous pouvons dire qu'ils sont négatifs? C'est des personnes négatives tout le temps avec nous? Est-ce des personnes que nous côtoyons tout le temps? Qui sont ces personnes? Est-ce nos amis? Est-ce juste des connaissances? Est-ce des proches? Est-ce la famille? Parce que quand on parle de personnes, ça parle de tout le monde. Ça englobe tout le monde. Ça ne dit pas juste un cas de figure ou bien un cas de certaines personnes, mais ça parle de tout le monde. Il nous arrive des fois d'aller vers des gens pour pouvoir avoir leur opinion. Parce que des fois, l'opinion de l'autre aussi compte, même si notre opinion personnelle est plus mieux ou bien est le mieux pour chaque décision. Mais des fois, on a besoin, sur le plan professionnel, des fois, d'avoir des conseils par rapport aux autres pour pouvoir avancer ou par rapport à nos expériences. Des fois, c'est toujours les mêmes personnes qui vous diront faites ou ne faites pas. Est-ce des personnes négatives? Maintenant, la deuxième phrase qui nous dit ils ont toujours des problèmes à chaque solution. C'est juste pour faire allusion par rapport à qu'est-ce que nous prenons par solution par rapport à ces personnes. Il y a des personnes, naturellement, je vais dire, qui sont vraiment négatifs. Négatifs plutôt, des personnes vraiment négatives naturellement. C'est-à-dire à chaque fois que vous irez vers ces personnes pour quoi que ce soit, ces personnes vous décourageront toujours. Alors que dans la vie, on ne peut pas avoir tout en même temps.
on te dit, quand on te donne le beurre, il faut payer le pain, bien quand on te donne le pain, il faut que toi-même tu t'efforces pour avoir le beurre, peut-être pour en manger. Mais des fois, nous allons vers ces personnes juste pour avoir la certitude de ce que l'on veut faire. Prenons le cas professionnel. Je prends le cas professionnel, par exemple. Je veux peut-être ouvrir quelque chose ou bien je veux entreprendre quelque chose. Se lever seul et l'entreprendre, des fois, on peut avoir des problèmes ou bien des regrets. Donc on va vers peut-être quelqu'un chercher des conseils. Des conseils. Mais envers qui aller prendre des conseils, tu ne vas pas dormir et puis on va te montrer cette personne. Mais je me dis des fois aussi, il faut prier avant d'aller vers quelqu'un, afin que la réponse que vous aurez peut-être va donner vraiment une suite à la réponse que vous aviez. Mais des fois, on se lève juste comme ça pour aller vers des personnes vraiment qui n'ont rien à voir, même si ces personnes sont expérimentées, juste parce que j'ai eu de mauvaises expériences dans ce que j'ai eu à faire, je te déstabilise en même temps en te disant que non, ça ne fera pas l'affaire. Peut-être que moi-même j'ai les potentialités pour aller loin, mais des fois aussi par respect, on va vers des gens, peut-être bêtement si j'emploie ce mot. Maintenant, selon vous, que pensez-vous par rapport à cette pensée que l'on côtoie tout le temps, mais des fois, il nous arrive de vraiment... Donc, on rappelle la pensée qui dit... Oui, la pensée dit, faites attention. Tenez-vous loin plutôt des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. Tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. On va descendre quelques messages avant de continuer. On a bonjour Nectar, la 5e est partie au cours. Je profite pour saluer la famille Samlawa, Justine depuis Niamey. D'accord, merci Justine. Merci Justine. Bonjour la famille, la 5e balaie la cour, merci. Ok, merci. Salut, la 5e aide sa sœur à laver son linge. Emmanuela depuis Nikonakwe. D'accord, merci Emmanuela. Salut les nectariens, comment vous allez? Et ma maman? Elle va bien, maman. Maman va bien. Elle va bien, bien Très sûr. Bien. Ouais. La 5e joue au jeu d'échecs. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Et on a la 5e puise de l'eau. Oh. D'accord. Marigot, pompe. Bon. C'est noté. Et on a ce message qui dit la 5e joue aux échecs parce qu'il faut au moins 2 personnes pour jouer à ce jeu. Monsieur Mola, méfiez-vous des gens prétentieux qui croient tout savoir et qui se surestiment, car ils risquent de vous induire en erreur. Oui. Ça, on va y revenir tout de suite. Bonjour la famille, comment allez-vous? Nous allons bien. Merci. Moi, je vais bien. Bonne émission à vous. SMS signé Anthony Datiego. Oh non, je vous adore. Et on a envoyé des têtes avec des cœurs. Voilà. La 5e joue au jeu d'échecs. D'accord, c'est noté. Anthony, merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Naïda, faut dire on va rire ensemble. Pourquoi je vais lire? Pourquoi je reprends moi? Rire pour toi seul. Excusez-moi. Ouais. La 5e a fait l'enregistrement qui permet à l'examinateur de lire la devinette. Aviola depuis Badou, excusez-moi. Je comprends. Ça, c'est très fort. Ouais, très fort. La 5e serait en train d'écrire selon moi. Agbela Mounir Abassar, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour la Dream Team. Bonjour. Have a long time. Juste un coucou à vous, respect Elias, où est passé notre Aïcha. Ansti Crazy depuis le Bénin. Notre Aïcha va bien. Elle va très bien. Bonjour la grande famille. Bonjour. Techniquement, je ne pense pas qu'on joue aux échecs tout seul. Donc, la sœur cachée joue aux échecs. Merci beaucoup. On a ce message. Bonjour la famille. La 5e sœur joue aux échecs. Aussi, bonne émission à vous et c'est de Grâce. Merci Grâce. Grâce. Coucou Nectar, la 5e sœur est en train de sécher le linge. Ok, d'accord. Ouais. C'est noté. Et bonjour la famille, la 5e est en train de les surveiller. Signé Emmanuel. Ok. Bonjour la famille. Bonjour. Que Dieu vous bénisse et vous encourage de la part de Papa Maxime. Merci beaucoup Papa Maxime. Merci, ça fait plaisir. Bonjour le plateau, comment vous allez? Nous allons bien. Nous, on est bien réveillés juste pour vous saluer. El Farouk depuis Sokodé. Merci beaucoup. Depuis Sokodé. Belle ville.
Bonjour les téléspectateurs. Bonjour. Je crois que on vous salue aussi. J'espère que... Oui. Bon, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Moi, c'est Denou Pao depuis Kodjovia Kokpe. D'accord? Merci. Bonjour la planète. Sinon, la 5e joue aussi au jeu. D'accord? C'est noté. Merci beaucoup. Et on revient à notre pensée qui dit « Tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. » Tenez-vous loin des gens négatifs. Et M. Mola nous a dit tout de suite, les gens prétentieux qui pensent savoir tout et qui vous induisent en erreur. José, est-ce qu'on peut aller sur ce terrain? Les gens prétentieux ou les gens négatifs? Il y a quand même une distinction. Distinction. Moi, les gens négatifs, moi je dirais que ce sont les gens qui voient toujours le mal partout, qui ne sont jamais optimistes, ils ne voient jamais les opportunités, ils voient tout le temps des problèmes. En tout cas, ils sont tout le temps aux aguets. Peu importe ce qui se passe, pour eux, c'est un problème. Ils voient toujours le verre à moitié vide. Donc voilà, c'est la deuxième phrase de la pensée dit ils ont un problème pour chaque solution. Normalement, quand c'est des gens, quand tu leur apportes des solutions, ils vont encore trouver des problèmes dans la solution que tu leur apportes. Donc voilà, c'est ces genres de personnes. Et comment dire, naturellement, je pense qu'il faut s'éloigner de ces genres de personnes pour éviter on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc voilà, ce sont des gens, en tant qu'être humain, il faut être optimiste, il faut saisir les opportunités, il faut voir toujours le verre à moitié plein. C'est ça quoi. Tant qu'on est sur la terre, il y a de bonnes choses qui vont nous arriver. Donc il ne faut pas tout le temps voir le mal en tout. Donc voilà, soyons optimistes, évitons de faire la compagnie. Mais je pense qu'avec ce que M. Mola dit, être prétentieux, c'est vrai, les gens prétentieux aussi, il faut les éviter parce que c'est des gens qui nous découragent, qui nous font douter de nous. Je prends l'exemple de 2 étudiants, oui, un qui il n'a rien, mais il fait le pharaon et tout, et chaque fois l'autre se sentira diminué, oui, voilà. Donc les gens prétentieux, je pense que ces genres de personnes te font douter de tes compétences, te font douter de toi, ça te permet pas d'avoir confiance en soi, donc voilà. Ok, mais maintenant je vais revenir vers Elias. La pensée dit bien, tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. On a parlé des gens prétentieux qui, par contre, nous induisent en erreur. Eux, ils n'ont pas un problème pour chaque solution. Je veux revenir à un problème pour chaque solution. Comment on sait que quelqu'un est une personne négative déjà? Parce que, au prime abord, quand tu vas vers quelqu'un, tu peux ne pas savoir que c'est une personne négative. Et aussi, les gens qui sont aigris ont tendance aussi à être négatifs. Comment je sais? Parce que j'y vais. Moi, une fois, j'ai eu un projet. Je suis allée voir un grand frère, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a démonté mon projet et il m'a dit, prends ton argent, va faire autre chose avec. Je ne peux pas dire tout ce qu'il m'a dit, mais je suis partie de là-bas complètement découragée. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui marchait. Mais à la base, c'est un grand frère qui a accompli beaucoup de choses. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien accompli dans sa vie. Mais parce qu'il est devenu, je vais dire, aigri à cause de certaines situations, tout projet maintenant qu'on lui apporte, il démonte. Il a toujours un problème. Malgré la solution, malgré que tu lui montres une rentabilité, il te trouvera toujours un problème dans ça. Donc, c'est pour dire, en fait, moi, j'étais découragée. C'est un autre ami qui m'a encouragée au final. Mais pour savoir, comment on sait que la personne est négative? Si je n'avais pas cet ami qui m'a encouragée, est-ce que j'allais continuer? Donc, je reviens vers Elias avant de revenir vers toi, José. Comment je sais? Je vois un parent, quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses. Comment je sais qu'il me donne des bons conseils ou
il est négatif. Comment on sait? À moins qu'il ait une célèbre réputation de donneur de faux conseils ou de décourageur. Je pense qu'on ne devinerait pas ça d'une personne. Maintenant, tout est question de mindset et de mentalité surtout. Quand vous allez vers une personne, attendez-vous soit à être construit, soit à être détruit. Donc quand vous vous attendez déjà à ça, vous êtes paré et quand le conseil sortira, vous saurez maintenant comment agir. Mais ce qui est important dans toute l'histoire, c'est que moi je crois que même si cette personne vous donne un mauvais conseil ou cette personne trouve toujours problème à une solution, il y a toujours quelque chose que vous retenez dans tout ce qu'il dira. Et cela vous permettra encore de sortir plus grand. C'est ce que moi je crois personnellement. Oui, parce mais il y a certaines personnes qui sont de mauvaise foi. C'est-à-dire, excusez-moi de le dire, donc moi même on a mes deux hauts. Ils ont une mauvaise aura, quelque chose comme ça. Il y a certaines personnes, mais des fois, quand tu sais observer ou bien mauvaise aura, c'est plus s'ils sont mauvais à l'intérieur. Oui, tu sauras quoi. Est-ce qu'ils sont mauvais à l'intérieur? En fait, moi, où je veux aller, l'angle sur lequel je voudrais aussi apporter la pensée, c'est que quelquefois, tu as un projet trop utopique. C'est-à-dire, c'est de l'utopie totale. Voilà, c'est pas réaliste. Ouais. Donc, tu peux aller chez quelqu'un qui va te ramener sur terre. Avant que tu peux avoir un bon projet, comme le dit Sandy, la personne même ne veut pas. Elle a vu. Certains même, ils t'écoutent bien, ils te disent c'est pas bon, eux-mêmes vont faire. Il y a ça. Et il y a ceux qui ont toujours des problèmes à chaque solution que vous leur apportez. Comment savoir comment faire la part des choses? Parce que Elias dit oui, même si la personne est mauvaise et tout, il y a quelque chose à retirer de ce qu'elle dit. Toujours. Oui, mais comment savoir? Toi qui vas, parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un qui va nous soutenir moralement ou qui, à cet instant T, pourra nous dire ceci ou cela. On peut même rater la chance de sa vie en demandant un conseil ou on n'a pas... Voilà, comment est-ce qu'il y a des indicateurs pour nous aider quand même à savoir? Bon, les indicateurs, je ne pense pas, mais ce qu'il faut faire, c'est de soi-même faire une analyse de ce que la personne a dit. Peu importe le statut de la personne, quand la personne te donne des conseils, toi-même va chez toi, rentre, fais une analyse de ce qu'elle a dit et vois si c'est bien, si c'est faux. Tu pèses le pour et le contre et tu vois. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait des indicateurs vraiment des signes alarmants pour savoir si la personne est négative ou pas. Mais ce que je sais, c'est que on sait tous que quand tu vas chez quelqu'un, la personne, par exemple, l'exemple que tu viens de donner, tu lui apportes un projet, il dénigre ton projet. Bon, moi, automatiquement, je saurais que cette personne, c'est pas la bonne personne pour moi, même si mon projet n'est pas forcément. Non, Elias, tu sais, je vais en venir. Trouver un bémol dans ton projet. Trouver un bémol, c'est différent que de dénigrer ton projet. Quand la personne voit par exemple que c'est un projet qui n'est pas aussi porteur, forcément pour toi, elle t'expose en fait son point de vue. On ne se comprend pas. On se comprend. Je parle de quelqu'un qui te rabaisse. Voilà, c'est de ça on parle, c'est de ça Naïda. L'exemple que Naïda a donné. Ah mais là, ça je sais pas. Voilà, donc c'est de ça. Quand moi j'ai un ami, c'est quelqu'un qui est il est tout le temps réaliste. Peu importe, il est perfectionniste. Si j'ai un projet, chaque fois je vais chez lui, j'ai un projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me pose toujours des questions. Est-ce que c'est différent d'être négatif? Oui, voilà. Mais c'est des gens qui te font réfléchir. Ils t'amènent à te poser des questions. C'est comme si je ne suis pas encore prête pour vraiment réaliser ce projet. Et lui, chaque fois je vais chez lui, déjà moi-même je sais que j'aurai toujours c'est un peu avoir des problèmes, oui. Il remet toujours en cause tout ce que je dis. Ouais. Mais pour moi, je pense que c'est bon pour moi parce que ça me permet d'avancer. Tu vois, donc c'est vraiment compliqué. On ne peut pas savoir sur le tard comme ça si la personne est négative ou pas. Donc on rappelle la pensée, tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la pensée déjà commence par tenez-vous loin. C'est-à-dire que quand tu détectes qu'une personne est négative, il faut fuir quoi. Il ne faut pas, on dit tenez-vous loin, il ne faut pas
tout le temps y Insister, aller parce que la oui. personne aura toujours quelque chose à dire pour vous décourager. Elle ne verra jamais le positif dans rien. Tout ce que vous faites, ce n'est jamais assez bien. Elle vous dira oui, hein, c'est bon, hein, voilà. Demain et soir. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand ton frère a réussi quelque chose, c'est bien, mais est-ce qu'ils pourront encore? Oh, c'est un coup de chance. Oh, c'est ceci. Ce sont des gens aussi qui n'acceptent peut-être pas ou qui pensent que ça ne peut pas marcher. ne motive pas. Voilà, donc quand vous détectez des gens comme ça, déjà quand ils parlent des autres, vous comprenez en fait qu'ils sont négatifs. C'est des gens qui vous diront rien ne marche, rien ne va, ça ne va jamais. Même quand ils ont une victoire, pour eux c'est bon, c'est rien. Ils ne célèbrent. Oui, c'est juste un coup comme ça de chance. Même quand quelque chose est bon, ah non, c'est pas bon. Donc la pensée nous dit de nous tenir loin de ces gens. Parce que quel que soit le problème que eux-mêmes ils auront et la solution que vous allez les apporter, ils trouveront toujours un problème. Il y a des gens qui sont comme ça, ils viennent te voir. Je veux un conseil. Ou comment tu as fait pour faire ça? Tu leur dis, voilà. Oh, si c'est tout ça, moi je ne peux pas. Ou il trouvera toujours un problème dans chaque solution. Il y a des gens aussi qui viennent vous voir, hein, qui viennent vous demander des conseils, mais je ne sais pas vraiment pourquoi ils viennent demander des conseils, parce qu'eux-mêmes, on dirait qu'ils ont déjà la solution, c'est qu'il n'y en a même pas. Donc, quelle que soit la solution que vous leur donnez, il n'y a pas de solution, il y a toujours un problème. C'est comme dire aujourd'hui, Elias, bon, tu nous prends tous, on va aller courir à la plage. Et quelqu'un se lève dans l'équipe, il dit, oh, marcher d'ici jusqu'à la plage, on dit oui. L'autre te dira, il y a la pluie qui arrive, on ne peut pas. L'autre te dira, José est fatigué, il va falloir la porter, donc vaut mieux qu'on laisse tomber. Mais quelqu'un d'optimiste, il dit, marcher à la plage, on y va. La pluie arrive, on va se débrouiller pour arriver avant la pluie. Quelqu'un qui est négatif, il voit toujours le mal, comme l'a dit José, dans tout. Il ne voit jamais le positif dans quoi que ce soit. Et non seulement, comme on l'a encore dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À côtoyer quelqu'un de négatif, on devient aussi négatif, malheureusement. Donc, la pensée, voilà, nous dit de nous tenir loin de ces gens. On va lire quelques messages et je reviendrai sur une question pour vous, pour clôturer la pensée. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. J'ai le plaisir ce matin encore de vous retrouver. Il me fait 3 jours aujourd'hui que je suis votre émission. Bonne émission à vous. C'est votre frère Amenyaglo Besson depuis la Côte d'Ivoire et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Plaisir partagé, cher ami. Donc, on a ce message qui dit... Ok, le mieux serait de consulter plusieurs personnes et d'en tirer une synthèse avant de décider. Naïda, je connais un éminent économiste. Oui, c'est lui, oui, c'est lui. Je vais tout lire. Oui. Vous envoyez des messages personnels à Monsieur Mola, oui, c'est mon père, voilà, c'est mon père. Merci beaucoup. Donc, on a ce message, good morning. Morning. Voilà, c'est tout le message. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Dawanou Ouessou, lui, depuis Djetta. Juste pour saluer la famille Dawanou de Lomé, Djetta et tous ceux qui sont à l'étranger. Merci beaucoup. Merci. Et on a ce message, en tout cas les réponses à l'énigme, elles fusent, hein, il y en a beaucoup. Bonjour Nectar, la 5e naturellement joue aux échecs. Belle émission à vous, bisous, bisous. Jacqueline Daré depuis Forever. Merci Yasmine. Et Yasmine. bonjour la famille. Bonjour. Elias, c'est très beau ce matin. Merci, ça me touche. Je veux voir sa paire de chaussures. C'est une meilleure balance. Richard depuis l'aéroport. Le défilé s'impose. Au cabane. Fais vite, on va passer. Vous n'allez pas me faire ça. Élève-toi Elias. Ah, famille. On va évoluer. Quand vous voulez, non, c'est une air balance. C'est. Jeune frère. Elias, faut bien marcher. Hein. C'est une air balance. C'est une air balance. C'est quel défilé Rapidement, faut vraiment. Vous savez, ce sont des pompes pour faire part. On y va. Alors, buenos días a todos.
Bonjour. Buenos dias. Bon, on dit bonjour à tous, c'est ça? Bonjour, tout simplement. Ouais, bonjour. Bon. La 5e est connectée aux réseaux sociaux. Jean-Marc depuis Malabo. D'accord. Bonjour le plateau, c'est déjà dit la 5e joue aux échecs. Bokolo depuis Forever, d'accord. C'est noté. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Juste une bonne journée à vous tous. Merci. Merci, Charles. Bonjour le plateau. Bonjour. En ce qui concerne la pensée, il est à savoir que dans la vie, il n'y a que deux ondes, négatives et positives. Donc, fuir l'homme négatif, ce n'est pas bon, mais plutôt, il faut avoir toi-même un esprit critique et non de critique. Et il faut aussi l'esprit de discernement. Donc, il faut côtoyer les deux, mais avec attention. Pour l'énigme, je pense que la 5e est restée couchée. Ok, Fofola depuis Vaughan. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, c'est Lionel Sodinaire depuis Adakmame. Je salue mon frère Prince Nabab Olivier, sans oublier Joël et ma sœur Claire Baye. I love you all with my heart. Mais pourquoi il y a carton rouge sur le terrain aujourd'hui? Carton rouge? Sur quel terrain? Bon. Précisez-nous sur quel terrain. Aujourd'hui? Précisez-nous, précisez-nous. Et on a ce message qui dit: il n'y a jamais de mauvaises personnes. Seulement des personnes qui doutent de la capacité, je pense que de la capacité du porteur du projet, vu sa nature d'une part, et d'autre part qui craignent d'endosser les responsabilités. Tout compte fait, jamais de mauvaise idée puisqu'elle est forcément bonne à quelque chose. Bonne journée à vous et c'est de Alex. D'accord, merci beaucoup. Donc je reviens encore, on a parlé de personnes négatives, on a parlé de personnes prétentieuses ou de personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, qui sont mauvais. Et on parle de soi-même qui apportons le projet. Maintenant, quand c'est nous-mêmes qui sommes négatifs. Oui, ça c'est... Il peut arriver une période de ta vie où tu peux devenir négatif. Il y a des moments où l'on redoute sur soi-même, on n'a plus confiance en soi, on est là et peut-être que déjà dans cette situation, vous allez encore vers quelqu'un comme vous. Ça va vous plonger. Le souci, c'est est-ce que quand on est négatif, on sait qu'on est négatif et est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner des conseils qu'après vous regrettez parce que vous sentez que vous auriez pu peut-être être beaucoup plus optimiste avec cette personne? Est-ce qu'on sait déjà qu'on est optimiste quand on l'est? Je vais aller comme ça. Vous savez, quelquefois, quelqu'un vient vers toi. Peut-être que tu sais très bien dessiner. Tu dis, mais waouh, tu dessines bien. Comment moi aussi je peux faire? Et mon frère, moi ça m'a pris 10 ans. Hein. Tu vas faire ça pendant 10 ans. En fait, il y a beaucoup qui font ça, qui ont un talent. Et quand on vient leur demander, ils découragent cette personne en fait à le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça c'est juste une image, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous-même, d'être cette personne dont on doit se tenir loin? Je vais commencer avec Elias. Déjà, moi, je tiens à revenir encore derrière ou dire que je trouve qu'il ne faut pas s'éloigner de ce genre de personnes. Je l'ai déjà dit. Comme quoi, on apprend toujours de tout ce qui sort. Et puis, il faut juste être fort psychologiquement pour ne pas flancher. Alors, pour maintenant revenir, oui, c'est vrai que ça m'est arrivé de donner des fois de plomber l'ambiance ou la volonté d'une personne qui voudrait faire quelque chose, surtout en termes de guitare et tout ça. Mais c'était pas en fait une façon de plomber. Ouais, c'était pas méchant parce que c'était la réalité. Tu dis à la personne en fait que non, mais Elias, pour y arriver, parler d'une réalité à quelqu'un est différent. C'est ça, en fait. C'est l'exemple de Naïda. Naïda a parlé de. Non, mais il y en a qui te découragent, hein, sérieusement. Il y en a qui j'ai passé 10 ans quelqu'un qui te fait comprendre une réalité, la personne essaie de t'élargir la compréhension par rapport à ce que tu as devant. Tu vois. Mais il y a certaines personnes qui vous diront non, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez flancher. Ce qu'on retient, c'est que nous devons nous-mêmes essayer de ne pas être cette personne négative qui va apporter des problèmes aux solutions des gens. Mais plutôt des gens soit réalistes, soit
perfectionniste. Et surtout faire attention à qui on côtoie bien, à Des camaraderies. aux camaraderies. Ouais, c'est très important. Alors, merci beaucoup, Navi Sandy, pour ta pensée qui nous a encore motivés. Je trouve boostés, très bonne. hein. Je vais me tenir loin de Elias. Oh, Naïda! Non, je rigole. Très drôle. Bien sûr, Elle n'a rien de Elias, rigolade là. C'est le plus positif. Hein. Avant 6h30, c'est ça. C'est qui fait ça? C'est toi qui fais ça. Oui, qui se tape la tête comme ça. Je ne comprends pas. Je me retrouve pas. Bref, nous allons parler maintenant de ce sujet dont nous avons parlé tout à l'heure, ou que nous avons annoncé tout à l'heure, la violence verbale. Et c'est avec, tout de suite après le jingle, et avec José. Violence verbale, et nous allons passer directement à l'élément avec l'aide de Melka, et ensuite nous allons en parler sur ce plateau. Je n'insulte pas les gens dans la rue pour mauvaise conduite. Personnellement, quand quelqu'un conduit sans respecter les codes de la route, je ne l'insulte pas parce qu'il m'est inconnu. Alors je me dis juste qu'il est pressé, puis je me calme. Aujourd'hui, avec l'élargissement de la route et la façon dont les conducteurs sont nombreux, les passagers aussi veulent traverser, les voitures aussi veulent passer. Il faut d'abord conduire avec prudence. Comme ça, quand quelqu'un dévie sans allumer le clignotant, tu peux freiner avant de le conseiller de rouler moins vite et de signaler toute déviation. Particulièrement, c'est ce que je fais. Honnêtement, j'insulte. Ça peut arriver que j'insulte. Je n'insulte pas pour le plaisir. Ça dépend de mon humeur. Je peux me réveiller du mauvais pied. Alors, quand quelqu'un conduit à sa guise et me coupe la route, je peux l'insulter sous l'effet de la colère. Vous le savez, la colère ne se maîtrise pas et quelquefois, ça doit sortir. Je dirais à tous mes frères conducteurs de faire beaucoup attention sur les routes et de conseiller au lieu d'insulter, surtout sur la nouvelle route d'Adido-Gomé. C'est la famille qui est à la base du fait que tout le monde veut être conducteur de taxi-moto. La plupart des jeunes qui conduisent aujourd'hui ne connaissent rien de la route et même s'ils le connaissent, ne l'appliquent pas sur la route. Les conducteurs dolés et les taximans prennent la route pour acquise et conduisent comme ils veulent. Supposons que tu ne conduis pas d'habitude et comment faire pour entrer en circulation. Tu ne le sais pas, mais c'est toi qui es encore pressé. Tu peux facilement avoir un accident de route. Les taximans aussi doivent rouler moins vite et ne pas serrer n'importe comment, surtout avec la nouvelle route. C'est du désordre. Chaque fois, il y a un accident.
vitesse de l'eau, alors gaz de l'eau, on a les moyens à dire, Je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'aller à vive allure, puisque la route est pour tout le monde. Et au moment où on conduit, il y a d'autres véhicules aussi qui passent. Donc, en sortant de la maison, il faut se dire qu'on se doit de respecter le code de la route, ainsi que nos confrères. Ainsi, on pourra se préserver et notre vie et celle des autres. Et il est question de la violence verbale sur la route. Souvent, c'est que le conducteur de taxi, nos conducteurs surtout, ne sont pas vraiment tolérants sur la route. Et chaque fois, c'est des insultes par-ci, des bagarres par-là. En tant que bon citoyen, je pense que c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne attitude à donner, à adopter. Donc voilà, soyons tolérants les uns envers les autres en circulation. Oui. Je pense qu'il y a des mots, des phrases qui sortent. Moi, j'aimerais parler d'une situation que j'ai vécue qui m'a beaucoup et profondément choquée. J'avais pris un taxi moto il y a quelques années et puis il y a un monsieur qui traversait. Je ne sais pas, est-ce qu'il traversait mal, je ne sais pas, mais le taxi moto venait à vive allure. Il aurait pu ralentir. Il n'a pas ralenti et quand il arrive derrière le monsieur, il prend sa main comme ça et puis frappe le monsieur dans le dos. Et la moto tanguait. Et moi, je lui demande, tu vas frapper ce monsieur, nous on va aller par terre. Est-ce que tu avais besoin de le faire? Et en frappant le monsieur, si ce monsieur tombait, quelqu'un d'autre l'écrasait. Ou tu as certains qui prennent leurs pieds comme ça et comme les piétons, qui sont en train de traverser. Je ne sais pas, mais il y a aussi quand même un peu de violence physique sur les routes. C'est pas tout le monde, hein. C'est de rares personnes qui s'adonnent à ça, mais beaucoup de violences verbales. Mais avant d'aller encore plus loin, on a maman sur le plateau. Non, c'est pas maman ce matin. C'est pas maman, c'est la jeune. C'est la jeune, hein. Je suis désolé. C'est la jeune. Je reconnais pas maman. On a la jeune sur le plateau qui est avec nous, qui a aussi suivi l'élément. On la laisse saluer et nous dire ce qu'elle pense de tout ça. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est vrai, il y a quelques années, il y avait des enseignements sur le code de la route et beaucoup de personnes ne connaissent pas le code de la route. Or, c'est un plaisir inouï de conduire quand on sait ce qu'on peut faire en maîtrisant ses pédales. Et ça donne beaucoup de plaisir d'être courtois quelquefois, de laisser passer quelqu'un, c'est extraordinaire parce que vous avez la maîtrise de la route quand vous êtes devant. Donc vous pouvez laisser passer un piéton parce que le terrain n'est pas balisé, mais que vous voyez que les enfants arrivent, etc. C'est beaucoup de maîtrise. Donc il vaut mieux savoir que si on sait conduire, on doit savoir tenir la route. Et tenir la route, c'est la maîtriser au plan verbal aussi. Parce que, oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce pays? Surtout quand on est femme, hein. Oui. En voiture. Quand tu es une femme et que tu es au volant. Mais il y en a vraiment qui abusent parce qu'ils ne connaissent pas le code de la route. Il y en a qui veulent absolument violer les feux, les prérequis qui ne tiennent pas compte des priorités à droite quelquefois et qui te disent après l'accident, c'est arrivé à une amie, mais je klaxonnais, vous n'avez pas entendu? Lui à moto, il prend des risques. Quelquefois on ne sait même pas d'où vient le klaxon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne sait pas réellement de quel côté quand on klaxonne ça vient. Surtout non, c'est pas la personne qui est dans la voiture qui klaxonne. Hein. Oui. C'est la moto qui dit je klaxonne. Oui, justement, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que déjà, quand le feu vert s'allume, tout le monde si tu es devant, tout le monde klaxonne pour que tu avances. Donc, si quelqu'un vient de l'autre côté, klaxonne. Maman a parlé de feu tricolore. Il y a le monsieur qui est derrière et il y a le premier qui est devant. Lui voulait respecter le feu, un bon citoyen. Mais lui, il demande non, mais attendez, moi je veux passer. Oui, il y a ça aussi. Quelquefois, quand des fois même te déstabilise. Il y a aussi le fait que bon nombre de personnes sont souvent aigries sur la route. Ils conduisent tout en
Dans l'élément, le monsieur dit parfois, ça dépend de l'humeur à la maison. Non, moi, on ne peut pas venir jeter l'humeur que l'on a. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je me rappelle de quand le feu est orange et que toi, tu veux t'arrêter, il y a quelqu'un à vivre. Il y a des fois que la personne t'évite de justesse, mais te ramasse au feu. Il faut faire très attention. Tu ramasses au feu. Donc, quelquefois, toi-même, tu as peur quand le feu est orange de t'arrêter parce que tout le monde file. Et quand tu continues, quelquefois, les soldats t'arrêtent. Et on t'arrête, quoi. Et si tu ne sais pas faire, on saisit voilà, tes pièces ou ta moto et tout. Donc, et tu t'imagines quand toi, tu veux ralentir parce qu'il y a un piéton qui passe, l'homme derrière, on t'insulte de derrière, on dit non. Mais... Je crois qu'il y a toute une éducation peut-être à refaire. Et aussi, il faut qu'on arrête un peu d'insulter les gens comme ça, qui sont au volant. Avec des mots, des gros mots. Hein. Oui, ou d'insulter aussi certaines, les femmes. Oui. Sérieusement, il y a de ces insultes dont j'ai été témoin. C'est vraiment pas joli à entendre, quoi. Ça, parce qu'une femme est au volant, qu'elle a forcément volé ou elle a forcément... Mais c'est peut-être moins fréquent maintenant, non? Moi, j'en vois toujours. Ah bon? Moi, j'en vois toujours. Quand tu as une femme au volant, quel que soit l'âge, surtout pour ces femmes qui sont du côté droit. C'est pour ça qu'elle a Moi, j'ai déjà entendu pour une dame âgée qui conduit sa voiture. Quand on lui demande, et la vieille, tu veux nous tuer? Je comprends, elle n'a rien fait. Il y en a d'autres qui disent, maman, on va s'en aller à Mimi à Coulon. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais on peut l'accepter. Ils sont en moto. La dame conduit, on dit, on m'a sorti un majo cuino. Surtout si tu fais une panne sèche, mais c'est violent tout ce qui se dit. Pas que vers les femmes, bien sûr, vers les hommes. Et les hommes, il y en a qui s'arrêtent et qui commencent à se battre. Hier, j'ai vécu une situation pareille. Ils se sont arrêtés et puis, bon, voilà, ils sont allés à la mare. Et souvent aussi, les conducteurs de taxi moto avec leurs clients, ils se bagarrent aussi avec le client. J'aimerais dire, j'ai jamais suivi ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ces cas-là? Si oui, dites-moi un peu ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que vous êtes déjà battu avec votre taximan? Sérieux? Tu taxi moto qui vous a pris? Ou est-ce que de quoi avez-vous été témoin sur la route? Des insultes, de la violence verbale, de la violence physique? On aimerait quand même pouvoir dénoncer ces faits-là de la société qui ne sont pas très intéressants. Mais quelque part, il faut aussi saluer le travail des forces de l'ordre qui sont toujours là pour réguler la circulation. Mais quelquefois, quand ils sont là, souvent les week-ends. Quel week-end? Non, mais ce matin, quand je venais même, il y avait vraiment de l'ordre parce qu'ils étaient 3-4 déjà sur la route. Moi, je me demande, est-ce qu'il nous faut forcément les forces de l'ordre? Parce que j'ai été témoin de cette situation avec ma nièce. On était dans la voiture et on est dans la voiture, c'est la famille, on n'a pas nos cache-nez dans la voiture. Et elle se lève, policier, les fous, nous, le mytho cache-nez. Elle disait, il y a un policier, mais qui faut cache-nez. Donc c'est devenu un peu, on respecte parce qu'il y a un policier ou il y a un soldat qui est là, qui peut nous arrêter, qui peut saisir nos pièces et on doit aller à la brigade mobilière et tout. Est-ce qu'on doit respecter le code à cause ou respecter les policiers, les forces de l'ordre? Parce qu'on le fait pour sa propre sécurité et pour la sécurité de l'autre au final. En fait, c'est la question qu'on se pose, quoi. Et elle vous a aussi posée, chers téléspectateurs. Normalement, on le fait pour sa propre sécurité, mais étant humain, bon citoyen. Voilà, donc... Moi, c'est pas excusable quand même ce genre d'attitude parce que il y a ce message qui dit au Togo, on doit nous refaire éducation civique et morale. Il n'y en a plus à l'école. Il y en a. Non. Il y en a. Mais ça commence par revenir, je crois. Plus comme avant. Science. Il y avait l'oral et la pratique, surtout pour les enfants. La pratique, je dirais non. Mais il y a toujours l'éducation civique et morale à l'école. Et du civique. Mais bon, je pense qu'il faut aussi un rappel pour les adultes, parce que depuis le temps, on oublie pas mal de choses. Tu arrives au passage, écoutez, excusez-moi de le dire, mais quand on arrive au feu rouge, il y a la ligne stop. Le passage scooter s'arrête même jusqu'à sur le passage scooter. Et si les forces de l'ordre ne viennent pas dire à certains, tu n'es pas au bon endroit, bon, on est là et où est-ce que les piétons vont passer pour traverser? Je crois qu'il nous faut quand même une éducation civique et morale pour nous rappeler. Vraiment. Et le code, très important, comme l'a dit maman. On va lire quelques messages rapidement pour aller vers la santé avec maman.
Bon, rebonjour Nectar. Certains conducteurs de taxi ne maîtrisent pas leurs engins. Donc trop d'accidents avec les taxis-motos. Et aussi la non-tolérance venant des conducteurs de taxi, trop de désordre. Il faut plus de vigilance et de tolérance et d'amour dans la conduite. De la part de Ben Charlie depuis Vacmosito. Merci Ben Charlie. Donc, bon, ça c'est coucou à vous. Je vous souhaite une bonne émission. Vous êtes mignons ce matin. Signé Madame Yossi depuis Agou. Merci beaucoup, Madame. Et on va venir vers maman tout à l'heure pour parler de santé. Et on va clore avec l'élément qu'on vient de regarder sur ces actes quand même un peu inciviques, s'insulter sur la route et tout. J'en ai pratiques à bannir, des pratiques à bannir et vivement qu'on puisse. Mais moi je me demande, chez certains c'est automatique, est-ce que ça peut vraiment s'arrêter? Ça doit s'arrêter, on doit y arriver, on n'a pas le choix parce qu'on doit vivre en société. Comme un téléspectateur l'a dit, il faut vraiment un cours d'éducation civique aux adultes. Ils en ont besoin. J'imagine ce cours, je sais, s'il faut rassembler tout ce grand monde. Bon, peut-être faire un peu de psychologie pendant qu'on fait les cours de code, mais beaucoup ne passent pas par le code. Je pense que maintenant c'est exigé que les conducteurs de taxi, oui, c'est vrai que le gouvernement aient leur permis. Donc je pense que ça va venir. C'est important, mais même si ce n'est pas exigé, je crois que le code aujourd'hui on l'a partout sur internet. Hein. Oui. On peut le prendre déjà et essayer de le lire, de comprendre, voilà. Et même on oublie aussi, après avoir appris le code, tu peux oublier certaines choses, donc faire quand même un retour. Et si on le pratique comme un métier, c'est important de se recycler. Exactement. Maintenant, il y a le facteur doping dont on n'a pas parlé. Oui, voilà. Le dopage. Dans la jante motocycliste, c'est très très récurrent. C'est un gros dossier que vous avez ouvert là. Un gros dossier, donc ça, il faut faire de la mise en garde. Compliqué. Et je crois que dans les prochaines émissions, nous aurons aussi des éléments. On va aborder ce cas aussi. C'est une bonne chose de se pour revenir vers... Non, faut pas poser de questions comme ça. Ça peut pas être une bonne chose. Ces questions, mais comment revenir vers de bonnes bases, en tout cas revenir au code, comprendre en fait le civisme, parce que en tout cas avec l'âge, pour certains on oublie pas mal de choses. Oui. Donc merci beaucoup José, à toi. Vraiment éviter les insultes, franchement. Moi, je dirais. Est-ce que vous-même vous n'insultez pas? Attends, non. Est-ce que vous-même vous n'insultez pas? Dans cas, je dis la vérité. Non. Bon, j'ai jamais fait ça parce que. Vous n'insultez pas sur la route. Jamais. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui posent des actes qui font vraiment mal, mais aller jusqu'à dire un gros mot ou aller jusqu'à balancer la main, non, je fais pas ça. Ce que je fais toujours, c'est garder mon sang-froid et c'est une perte d'énergie. Ouais, exactement. Moi, je dirais ne pas conduire tout en réfléchissant trop à ces soucis qu'on a à la maison. Il faut quand on est sur la route, quand on est en circulation, on est concentré et on y va quoi. Arrivé à la maison, on va penser et régler les problèmes et tout. Voilà. D'accord, donc on retient tout cela et on revient vers maman pour parler de santé reproductive. Maman, moi j'aimerais commencer par une question qui m'est propre, qui me fait quand même assez cogiter. José, il y a quoi? Non, je me demande si elle est curieuse. Elle est curieuse. Tante plutôt. Tante, oui. Voilà, dis-nous. C'est quoi ton problème? Non, ce n'est pas un scoop. Hein. Alors. C'est pas un scoop, c'est une question comme ça en général que j'aimerais poser à maman. D'accord. Alors maman, j'aimerais savoir une chose. J'ai entendu ça en cours de SVT au lycée et j'aimerais savoir si c'est vrai. Notre professeur nous disait, je ne sais pas si c'était pour nous faire peur, hein, je ramène encore, je pense qu'on a déjà parlé, mais maman est là, qu'une femme a un nombre spécifique d'ovules durant le cours de sa vie et que le processus se met réellement en marche quand elle a son premier rapport sexuel. Et que c'est ce qui explique la ménopause précoce parce que certaines filles commencent trop tôt et elles finissent leur quota d'ovules trop tôt. C'est ce que moi, j'y ai cru. Arrêtez
J'y ai cru quand j'étais en terminale, j'y croyais dur comme fer. Donc, Maman je ne est sais là. pas si c'était pour nous faire peur et que voilà, si on commence trop tôt, on va faire une ménopause précoce. Je crois que le mais que facteur si psychologique. on attend, on va faire une ménopause plus tard. Bien Et sûr. que on nous apprenait le cycle de l'ovule et que le dernier là, ça s'active quand tu as des rapports sexuels. Sinon, ça attend. Et bon, on comprenait rien, mais on a cru à ce que le prof disait. Non. Les ovaires vont commencer à maturer dès la période pubertaire. Et dès la puberté, cela veut dire qu'il y a un cycle, dès les premières règles, je dirais. Ça veut dire qu'il y a un cycle hormonal qui a commencé, un cycle ovarien, un cycle utérin. Et les trois vont de pair. Maintenant, il peut y avoir des petites pannes au début. On donne 2 ans à la petite jeune fille qui vient d'avoir ses premières règles pour réguler tout ça. Donc, pendant ces 2 premières années, c'est possible que le cycle varie, que ça s'estompe même pendant 3 mois, que ça reprenne plus tard. On ne s'inquiète pas. C'est une période de maturation. 2 ans après la ménarche, c'est-à-dire les premières règles, c'est fini. Tu peux tomber enceinte n'importe quand. C'est vrai que les ovaires fonctionnent alternativement, un ovaire d'un côté puis l'autre le cycle suivant. Et si on n'a pas eu de facteur d'infection, de facteur quelconque, on aura la ménopause selon une certaine génétique. On dit d'ailleurs que la mère, lorsque vous connaissez la ménopause de votre maman, vous pouvez à peu près situer l'âge de votre propre ménopause. Ah bon? Voilà. Mais si Donc, maman s'est fait retirer... oui, si elle a eu une hystérectomie, on ne saura pas vraiment. Mais la genèse des ménopauses précoces n'a peut-être rien à voir, en fait, avec les ovules lâchés trop tard ou trop en avant. Ce qu'on peut dénoncer, c'est la probabilité d'infection lorsqu'on a des rapports précoces. Et ces rapports précoces vont apporter le papillomavirus un peu plus tôt, ou bien d'autres infections récurrentes qui peuvent monter au niveau des trompes, au niveau des ovaires, créer des petites ovarides qui font que la circulation vers l'ovaire ne se fait plus très bien et que les follicules ne vont pas pouvoir s'extérioriser plus facilement lorsque la coque est un peu dure. Et c'est pour cela que quelquefois certaines femmes ont besoin d'être assistées. Lorsque vous êtes exposé à la grossesse pendant 2-3 mois et que ça ne marche pas, il faut vous inquiéter et aller vers un médecin qui va traiter, stimuler pour voir. Et vos ovaires devraient réagir s'ils sont normalisés. Voilà. Donc c'est un organe qui fonctionne, on va dire, normalement, mais c'est vrai qu'il y a un quota, un potentiel bien précis. Je ne sais plus si c'est 300 000, alors qu'on a des millions et des millions de spermatozoïdes sur des années et des années. Même à 77 ans, un homme peut féconder une jeune femme. Mais chez les femmes, le quota s'épuise. Et lorsque l'ovaire est trop, on va dire, rabougri, rétréci, à force d'avoir vidé tous ses follicules, il ne produit plus rien. Même les hormones, les ovaires ne réagissent plus. Et la ménopause s'ensuit. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas lié du tout au nombre d'ovulations qu'on a eues. Et d'ailleurs, ce n'est pas les rapports qui déclenchent les ovulations, que je sache. Le prof là nous a menti. Ah non, mais il a bien fait. Il a bien C'est stratégique. de vous dissuader des rapports précoces. Il a bien fait. C'est tout comme quand on nous disait à chaque rapport sexuel, tu auras. Déjà lors des peux premières facilement règles, tomber enceinte. Donc voilà. Maman te dit, les os bleus. Tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte. Donc là, voilà. Le prof là. Je pense que la stratégie là. Bon, salut la famille, comment allez-vous? Nous allons bien. Excusez-moi, mais je dois poser cette question à un moment. Oh, ne vous excusez pas, c'est normal. On peut être enceinte et avoir ses règles?
au début, on le prend pour des règles. Mais quelquefois, c'est juste des expressions d'écollement du trophoblaste, c'est-à-dire du sac qui a tendance à s'insérer dans l'utérus. Lorsque vous ne savez pas que vous êtes enceinte et que vous êtes active, il peut y avoir une première échappée. Là, le sac essayait l'œuf s'implante, il essaye, mais il n'y arrive pas trop. Vous avez des petites règles. Et petites parce qu'elles ne sont jamais les mêmes qu'habituellement. Donc, lorsque vous avez des règles qui durent 3-4 jours, voire 5, et que un cycle, vous faites juste une petite goutte ou un petit jour, il faut s'inquiéter, faire un test rapidement et savoir ce qui se passe. Voilà ce qui fait que quelquefois les femmes ont des petits saignements qu'elles prennent pour des règles. Mais il y a des cas où les femmes saignent de façon récurrente à chaque mois, à la bonne période, alors qu'il y a un œuf qui se développe. Il semble qu'il y a des cas comme ça. Moi, je les attribue systématiquement au décollement trophoblastique et je recommande que les personnes fassent un écho si elles sont enceintes. Et après, bon, ça se répare une fois qu'on a réparé le décollement. D'accord. Sinon, ça ne s'expliquerait pas. Scientifiquement, ça ne s'explique pas qu'on puisse avoir des règles pendant que la muqueuse est complètement occupée par un œuf. Ce n'est pas normal. D'accord, on a ce message. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît maman, après mon mariage, j'ai eu des infections génitales et urinaires et ma grossesse de 2 semaines a coulé. Que dois-je faire? On m'a parlé d'échographie. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, toujours. L'échographie vous apporte tellement de renseignements que c'est un outil dont nous ne pouvons plus nous passer en consultation de gynécologie. D'abord, sur l'utérus, vous voyez la position de l'utérus. Nous avons souvent dit ici que dans les 90% des cas, l'utérus était antéfléchi. Il se prend une position qui est soutenue par la vessie. Donc la vessie, quand elle est pleine, elle remonte l'utérus. Quand elle est vidée, l'utérus revient à sa place, mais antéfléchi, il est penché vers l'avant. Le reste des positions, le reste des 10% se partagent les positions intermédiaires jusqu'à la position rétroversée, rétrofléchie. D'accord? Donc, lorsque vous avez un utérus rétrofléchi, par exemple, il faut le savoir. Et savoir que si vous êtes enceinte et que vous avez des rapports dans les premières semaines, vous risquez de bousculer l'œuf qui est dans la trajectoire de la balistique sexuelle. Donc, vous allez décoller l'œuf et l'œuf va couler. C'est pour cela que dans la deuxième partie du cycle où nous cherchons un bébé, nous disons aux femmes, après le 21e jour, arrêtez les rapports. Arrêtez les rapports, c'est salutaire pour votre bébé. Sinon, quelquefois, on a des petits retards et puis ça part. Donc, il faut faire attention. Et lorsque vous allez en échographie, on a tous les renseignements sur vos ovaires, sur l'utérus lui-même. Est-ce qu'il y a des fibromes? Quelque chose qui a pu empêcher cet œuf-là de s'installer. C'est important de faire l'échographie. D'accord. J'ai une question à maman. Les règles de ma copine faisaient 5 jours depuis qu'elle a été déviergée. Ces règles ne font que 3 jours. Bon, je vais relire. Je crois qu'il voulait dire qu'avant qu'elle ne perde sa virginité, ces règles duraient 5 jours et après maintenant 3 jours. 3 à 5 jours, c'est dans la norme. D'accord? Donc, a priori, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut chercher d'autres facteurs qui vont témoigner d'une éventuelle infection, c'est-à-dire des pertes vaginales entre 2 règles. Et ça peut avoir le pouvoir de réduire les règles parce que l'infection aura tendance à monter, les douleurs éventuellement pendant les rapports ou simplement de façon intermittente. Il faut chercher d'autres causes qui puissent la conduire à la consultation assez précocement. Mais 3 à 5 jours, c'est normal. Lorsque même certaines femmes disent « je saigne pendant 7 jours », vraiment les 2 derniers jours, c'est des petites choses insignifiantes. Mais si vous saignez beaucoup pendant
7 jours, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est, on va dire, 3 jours, plus ou moins. D'accord. 3 à 4 jours, c'est la normale. Bonjour la famille. Bonjour. S'il vous plaît maman, je veux avoir un enfant. J'ai eu un avortement il y a 5 ans pour intoxication des médicaments. Et toutes les consultations disent qu'il n'y a pas de problème, même la radio. Mais rien pour le moment, je suis avec mon même homme. Que faire? Je veux un bébé maman. C'est Juliette depuis l'Egbacito. Il faut se faire monitorer, il faut que vous deux, vous alliez consulter au tenté, qu'on sache si tout est toujours normal. Et à ce moment-là, on va installer les processus pour concevoir. Parce que les hommes disent souvent, je ne suis pas malade, mais il suffit d'un surmenage, on va dire, même physique, pour que le potentiel de spermatozoïdes se réduise. Il suffit d'une infection un peu au hasard des circonstances urinaires ou urétrales pour que le potentiel diminue. Donc c'est important de faire un examen de l'homme, spermogramme, spermoculture, et aussi pour la dame de refaire le point au niveau échographique, au niveau des infections. Il faut nettoyer, il faut raviver le système et après ça marche. Donc c'est vraiment un programme, il faut le suivre. Voilà. D'accord. Maman, il y a tellement de questions. Bon, on va essayer d'éliminer le maximum parce qu'il y en a beaucoup. Ça. Bonjour la famille. Bonjour. Pardon maman, je me suis mariée, ça fait 7 mois, mais pas de signe de grossesse. Mon mari me chauffe. C'est dû à quoi? Comment faire? Aidez-moi maman. Je précise, c'est mon mari qui m'a déviergée et depuis mes règles tardent à arriver. Je n'ai pas compris. Bon, ce que je comprends, c'est que ça fait 7 mois qu'elle est mariée. Elle n'est pas enceinte. Son mari se fâche, s'énerve. Mais c'est lui qui l'a... Oui. Voilà. Mais... les règles tardent à arriver, voilà, ça veut dire qu'elle a des cycles longs. Voilà, que je crois que les règles ne viennent pas ou ne viennent pas normalement. Je pense qu'elle peut nous préciser. Hein. Vous pouvez nous préciser un peu pour qu'on comprenne mieux. Mais elle n'est pas enceinte. Oui. Les hommes accusent les femmes, hein. C'est normal, parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Mais ça ne tombe pas du ciel. Hein. Donc je fais un plaidoyer pour les femmes pour que vraiment les hommes acceptent d'accompagner leur dame. C'est tellement facile. C'est tellement agréable de se faire l'assistant du médecin, parce qu'au moins vous voyez ce que nous prescrivons, vous comprenez, on vous explique, vous faites le moniteur pour votre dame pour qu'elle puisse prendre ses médicaments correctement, etc., etc. Et la plupart du temps, ça marche. Donc, il faut venir avec vos dames en consultation pour avoir un bébé, un beau bébé. Voilà. Donc, sous-entendu, ça peut provenir de l'homme, mais il ne le sait pas. Il se demande pourquoi ma chérie, qui est vierge et tout, qu'il ait été, donc exempte de toute infection, ne tombe pas enceinte. Alors, est-ce qu'elle a déjà entrepris les analyses? Il faut le faire. Il faut contacter un gynéco et vous faites toutes les analyses en passant par l'infection, le prélèvement vaginal, l'échographie, la radio éventuellement si elle s'impose. Et vraiment, si vous revenez voir votre gynéco tous les mois, à chaque règle, on décide du programme qu'on va établir. À chaque mois. D'accord? Oui. Donc, chaque mois, entre 3 et 6 mois, vous tombez enceinte. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est une chose naturelle. Hein. Mais quelquefois, il y a des vices. Dès qu'on les découvre, qu'on y part, c'est fini, le bébé vient. D'accord. On a cette question. La question ici. Ce n'est pas bien formulé, donc je... Bonjour la famille. Bonjour. S'il te plaît maman, ma femme a 34 ans et ses règles durent 4 jours, est-ce normal? Elle peut encore
donner 3 fois. Je n'ai pas trop compris la question. Il faut qu'elle donne 1 et puis 2 et puis 3. Il n'y a pas de problème. À 34 ans, vous avez le temps jusqu'à 45 ans. Mais ce n'est pas de peupler la nation qu'il s'agit, hein, parce qu'on a des problèmes démographiques déjà peut-être au niveau mondial. Il faut savoir gérer. Voilà. Donc, si elle n'en a jamais eu, il est bon qu'elle se fasse monitorer, parce qu'à 34 ans, il peut y avoir beaucoup de problèmes, hein, au niveau des ovaires, au niveau de n'importe quoi, d'infections antérieures, etc. Donc il faut qu'elle se fasse examiner et elle peut avoir le temps de faire 3 enfants, oui, absolument, si elle n'a pas encore commencé, jusqu'à 42 ans. 45 ans même, idéalement, il faut s'arrêter avant. Oui, et donc elle va faire vite. Quand ça rapprocher, c'est pas évident non plus. Si vous dites 34 à 42 ans, c'est quand même assez court. C'est assez court. Ouais. Tous les 2 ans, ça marche. 2 ans, 2 ans. Bonjour la famille. Bonjour. Maman, s'il vous plaît, à chaque fois que j'ai mal au bas-ventre, il y a un petit saignement qui sort, même si ce n'est pas pendant mes menstruations. C'est les séquestrations de saignements derrière un fibrome, souvent, qui font ça. Vous avez eu vos règles, mais tout n'a pas pu être évacué. Il y a certainement un myome qui bombe dans la cavité et qui recèle derrière lui du sang. Donc, avec les efforts, les voyages, on peut saigner un peu. Souvent, c'est ce qu'on découvre. Mais quelquefois, vous pouvez avoir un problème au col. Et ça, c'est plus grave. Donc, vous pouvez avoir une exocervicite un peu bourgeonnante, qui saigne au contact, au cours d'un voyage, au cours d'efforts de tout. Vous pouvez avoir des petits saignements à cause du tamponnement que ce col fait avec la muqueuse. Donc, il faut se faire examiner. Vraiment, la consultation gynécologique est obligatoire pour une femme, au moins une fois dans l'année, qu'on puisse vous dire, le col est sain, l'utérus, il n'y a pas de problème, vous êtes parfaite, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est très important. Oui. Bonjour la TVT. S'il vous plaît, aidez-moi maman. Je suis enceinte de 2 mois. Je me sentais mal. Après les analyses et les tests, il est révélé que je suis séropositive. Que puis-je faire pour sauver mon bébé? Alors le bébé, lui, ne s'inquiète pas, hein, il grandit normalement. Si vous savez manger régulièrement les bonnes choses, il va prendre de vous. Maintenant, pour le protéger, il faut que vous vous adressiez à un de nos centres qui va vous prendre en charge au plan de la séropositivité au niveau du VIH. Et on va vous donner des médicaments pour conduire la grossesse avec vous. D'accord ? On va éviter les contractions intempestives, on va vous gérer de façon à ce que le rapport entre vous et le bébé se passe au mieux, qu'il n'y ait pas de transfert de positivité à travers le placenta, parce que ça ne se fait pas. Souvent, le placenta est une bonne barrière. Maintenant, au moment de l'accouchement, on peut décider d'aller par voie haute si vous avez quelques problèmes que ce soit. Mais l'accouchement par voie basse aussi est autorisé avec de grands soins qui sont pris au bébé, un lavage au taquin, des solutions absolument chlorhexidriques, de désinfection. Et ce bébé sera pris en charge pendant 2 ans. Déjà à la naissance, il aura des médicaments qu'il va prendre. Parce qu'on suppose que quand même, il y a des éléments qui passent. D'accord ? Il va prendre ces médicaments régulièrement et on va le tester régulièrement tous les 6 mois. Depuis 2 ans pratiquement que cette prise en charge est prise au Togo, à 2 ans, tous les enfants sont pratiquement négatifs. Donc c'est une bonne prise en charge. Très important. Vraiment. Au CHU Campus, ils sont champions, que je puisse donner peut-être une orientation. Sinon, il y a tous les centres qui sont adaptés pour donner les médicaments gratuitement selon votre CD4. Mais même le CD4, c'est le taux de lymphocytes T qui se défendent pour vous. Si vous n'avez pas des défenses suffisantes, il vaut mieux qu'on vous aide en parant un peu
au virus, c'est-à-dire qu'on vous donne des médicaments et surtout que vous puissiez bien manger, vous alimenter, garder le moral parce que c'est bon que votre bilan ait été fait et que vous le sachiez à temps. Voilà, donc ces bébés-là sont vraiment bons et vous-même, vous pouvez considérer votre séropositivité comme un accident d'amour et vous dire que vous n'avez péché contre personne. C'est vraiment, enfin, relax, quoi. D'accord ? Bonjour Nectar. Bonjour. Moi j'ai 29 ans et je n'ai pas encore d'enfant. Mais depuis 1 an, je fais les règles d'un seul jour. Que dois-je faire, maman ? Alors, il faut consulter, on va vérifier si les antécédents sont OK. Parce que quelquefois, quand on a des avortements à répétition, la muqueuse se rétrécit. Elle peut même se synéchier, c'est-à-dire s'accoler. Les parois blessées s'accolent. Donc, il faut aller travailler sur cette muqueuse-là pour la remettre, enfin, sur la cavité utérine, je veux dire. Parce que la muqueuse, quand il n'y a plus assez de place, le peu qui est saigne pour donner les règles qu'on peut avoir. Donc, il y a beaucoup d'éléments derrière une hypoménorrhée. Il faut investiguer tout ça et puis voir ce qu'on peut lui apporter pour qu'elle puisse satisfaire à la maternité. D'accord, on va prendre une dernière question parce que vraiment, il y a beaucoup de questions pour maman. Soit on va les reconduire sur la semaine prochaine ou soit vous pourrez lui poser parce qu'on va laisser son numéro, elle va laisser son numéro tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Maman, l'année surpassée, j'ai pris une pilule du lendemain après une relation et depuis mes saignements durent 3 semaines voire 1 mois. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai expliqué souvent l'élément de la pilule du lendemain. Un œuf qui va pour s'insérer, vous le bloquez, vous l'empêchez et quelquefois, il est têtu. Il se tient quand même et donc ça dérègle déjà le cycle. Donc votre cycle est perturbé. Maintenant, s'il reste quelques débris que ce soit dans la cavité, l'utérus, tant qu'il n'est pas vide, il saigne pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'elle consulte, qu'on fasse une échographie documentée qui vérifie la muqueuse et qui puisse simplement nettoyer s'il le faut. Mais elle dit que ça fait longtemps. Ça fait l'année surpassée. Bah oui, c'est pas normal. Et depuis elle saigne 3 semaines avant. Nous avons eu des cas de grossesse apparemment insérée 5 ans plus tard. On a eu des éléments, oui, incontrôlables à l'aspiration. Incontrôlable, j'entends. C'était du pus, c'était noir, c'était... C'est un bébé mort ou un bébé en vie? Non, c'est pas un bébé, c'est une lisse de quelque chose qui est resté là et à chaque mois, elle avait même plus ses règles du tout et elle avait mal comme ça périodiquement. Et on a fait l'écho, on a vu que c'était quand même quelque chose dans la cavité. Et on a dit, bon, on va essayer d'aspirer. Aspirable. C'était aspirable, on s'y est repris à plusieurs fois, avant que la dernière coudée ne ramène le morceau, quoi. Donc, il ne faut pas dire, ça fait trop longtemps pour qu'il se passe quoi que ce soit. L'utérus signale toujours, soit par des douleurs, soit par une hyperménorrhée comme elle en a. Il faut consulter. C'est très important. Merci beaucoup, maman. En tout cas, les questions, ça continue de venir et il y en a beaucoup. Malheureusement, nous ne pourrons pas poser... on est pris par le temps, on a aussi d'autres rubriques qui arrivent. On ne pourra pas tout poser à maman, mais peut-être qu'on va reconduire vos questions pour la semaine prochaine. Et maman va laisser aussi son numéro, vous pourrez l'appeler, mais consulter, quoi. Il faut vraiment aller... Oui, il ne faut pas rester chez soi. Juste où que vous soyez, consultez. Parce que le pays a mis en place des centres médico-sociaux partout. Mais vraiment partout. Vous pouvez avoir de bons prestataires partout dans le pays. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous m'écrivez, je vous donne les conseils qu'il faut et vous saurez quoi réclamer éventuellement à celui qui vous consulte. D'accord ? Donc, mon numéro, c'est le 90 35 40 94. Vous pouvez appeler la clinique directement, le 92 99 11 02.
pour les rendez-vous, etc. Mais si vous m'écrivez sur WhatsApp, c'est le même numéro, je vous réponds toujours. 90 35 40 94. Clinique Mioren pour vous servir. C'est ça. Alors, vous pouvez écrire à maman sur le 90 35 40 94 pour poser vos questions ou pour passer, qui sait, en consultation. 90 35 40 94. Écrivez-lui, elle vous répondra quand même toujours. Ou appelez directement la clinique pour un rendez-vous sur le 92 99 11 02. 92 99 11 02. Et tout ça précédé de plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Merci beaucoup, maman. Merci, c'est moi. Déjà, tu m'as libérée, hein, maman. Mon prof de SVT m'a traumatisée. C'est vrai, on sentait en fait qu'il y avait une pression sur toi. Donc c'était le prof de SVT là. Il m'a traumatisée. Merci beaucoup, maman. Et nous allons parler tout de suite sport avec monsieur Elias et son invité, juste après le jingle. Maintenant dans Next Sport, je crois que c'est ce qui explique la tenue. Non, pas forcément, pas forcément. Bon, Elias, ça fait trop d'honneur pour ma petite personne. Alors bon, Next Sport, aujourd'hui nous avons spécialement Tonton qui est avec nous. Non, voilà, je savais qu'il allait dire ça. Steven. Alors c'est Steven Lavon qui est avec, qui nous fait l'honneur d'être là malgré son emploi du temps. Merci d'avoir accepté. Non, c'est un plaisir. Alors nous allons parler un tout petit peu de l'actualité football au Togo et surtout du staff qui nous a été communiqué tout récemment par la Fédération togolaise de football dont vous faites partie, monsieur Steven Lavon. Dites-nous déjà, le titre c'est Team Media Officer, ça veut dire quoi déjà? Ouais, même moi ça me gêne beaucoup, Team Media Officer, parce que c'est anglais, on est au Togo, on est francophone. Non, plus simple, c'est attaché de presse. Okay. Ouais, c'est juste attaché de presse, donc attaché de presse de l'équipe nationale du Togo. Et donc, comme vous le savez, attaché de presse d'une institution ou bien d'une organisation. Mon rôle sera de diriger les opérations médias en interne, au sein du staff, auprès des éperviers, aussi en externe, c'est-à-dire auprès des médias, comme ce matin d'ailleurs. Et donc, voilà un peu mon rôle, essayer d'améliorer la communication autour de l'équipe nationale et tout ce qui l'entoure, aussi bien la communication même de la fédération. Donc, c'est un peu tout ça qui entre dans ce rôle de Team Media Officer qui, j'ai dit, ça m'exaspère un peu parce qu'on est au Togo, quoi. Je ne vois pas pourquoi on aime beaucoup les termes anglicisés, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, c'est juste attaché de presse. C'est-à-dire que si on veut avoir une information sur un joueur des éperviers, aujourd'hui on vous attrape et puis on a l'information. Ouais, surtout sur un épervier, surtout en sélection. Parce que bon, quand ils sont en club, ils sont plus sous ma juridiction, je peux le dire comme ça. Donc lorsqu'il y a un stage, lorsqu'il y a un regroupement de l'équipe nationale, toutes les infos, il faut passer par moi pour les obtenir. Mais bien évidemment, je vais essayer d'alléger cette tâche-là pour ne pas toujours qu'on m'appelle au téléphone parce que c'est très, très compliqué. Imaginez, tous les médias m'appellent. Donc je vais essayer de libérer l'information, de le mettre disponible sur les réseaux sociaux, sur les sites internet de la fédération pour que les informations officielles puissent passer par là. Après, maintenant, s'il y a des informations complémentaires, je serai là pour apporter des éclaircissements. Vous venez de dire que vous touchez aussi un tout petit peu aux informations concernant la fédération. Et récemment, c'est le staff qui est connu. Parlons du sélectionneur. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un gros brio, des gens qui en parlent et tout ça. Finalement, c'est qui le sélectionneur et c'est quoi à savoir? Alors, le nouveau sélectionneur du Togo, de l'équipe nationale du Togo, des éperviers comme on l'appelle généralement, c'est le Portugais Paulo Duarte. Il a été nommé recruté et nommé le 3 mai dernier par la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports. Et donc, il se trouve que M. Duarte est aujourd'hui sous contrat avec un club en Angola. D'accord? Oui. Le club s'appelle Primeiro Agosto. Et donc, il n'est pas libre pour l'instant. Donc, il ne peut pas prendre fonction immédiatement. Et il ne viendra qu'à la fin du mois d'août
à la fin du championnat en Angola. Donc c'est un accord qui a été passé entre M. Duarte et les autorités togolaises. Donc cet accord va bien à tout le monde, il n'y a pas de souci. Encore que, bonne nouvelle, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui étaient prévus le mois prochain, c'est-à-dire en juin, ont été reportés par la FIFA et la CAF. Et donc ça laisse le temps à M. Paulo Duarte de venir et de connaître son équipe avant le début de ces éliminatoires-là, au mois de septembre. Donc voilà, normalement il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'au lendemain de sa nomination au Togo, ces employeurs du côté de l'Angola n'ont pas bien pris, ce qui est normal. Vous êtes sous contrat quelque part, vous non, quelque part d'autre. Exactement. Ça fait toujours des vagues. Ils n'ont pas bien pris. Les supporters de son club aussi n'ont pas bien pris. Donc, il a dû s'expliquer un peu. Et en s'expliquant, bon, comme il est portugais, on ne comprend pas portugais. Donc, dans l'interprétation, on a. Traduction. Voilà, dans la traduction, les gens ont compris comme s'il n'était pas au courant de sa nomination au Togo. Non. Tout va bien. Il sera le prochain sélectionneur du Togo. C'est lui qui va remplacer Cole Leroy, qui est le dernier sélectionneur qui est parti il y a très récemment. Donc c'est lui qui va remplacer Cole Leroy. Mais il ne viendra qu'au mois d'août. Maintenant, il faut quelqu'un pour faire la tâche en attendant qu'il arrive. C'est pourquoi un entraîneur togolais du nom de Jonas Kokou-Komlan, voilà, il a été mis à la tête de l'équipe nationale en attendant. Et c'est lui d'ailleurs qui va diriger les opérations le mois prochain, puisque, je l'ai dit tantôt, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ont été reportés au mois de septembre. Mais il y a une fenêtre FIFA qui est disponible pour toutes les sélections africaines. Et donc le Togo va utiliser cette fenêtre FIFA-là. Il y a des matchs amicaux, on va parler tout à l'heure. Il y a des matchs amicaux le mois prochain. Exactement, parlons de matchs amicaux, c'était la question qui allait suivre. Ouais. Quelles sont les échéances futures et proches d'ailleurs des éperviers? Oui, alors, comme j'ai dit tantôt, il y aura des matchs amicaux le mois prochain, le mois de juin. Et pour cela, l'équipe nationale sera en stage du côté de Antalya, en Turquie, à partir du 29 mai. Un stage en Turquie avec 3 matchs amicaux. Le premier match aura le 2 juin contre le Niger. Le second, le 5 juin, contre la Guinée. Et le troisième, le 8 juin, contre la Gambie. Donc ce sont des matchs qui vont permettre à la sélection du Togo de déjà débuter la préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 du mois de septembre, et puis permettre au nouveau sélectionneur, c'est vrai qu'il ne sera pas là, mais il aura déjà un aperçu de ce qu'il attend ici, de connaître, de voir un peu les joueurs, etc. Donc voilà un peu le programme du mois prochain. Est-ce qu'il y a déjà eu une réunion entre le staff, entre vous, vous êtes appelés, connus, chacun a des trucs? Bon, en tout cas, le nouveau staff provisoire qui a été mis en place en attendant l'arrivée de M. Paulo Duarte, oui, on s'est déjà vu, on discute quasiment tout le temps. D'ailleurs, dans la préparation du prochain stage, on est obligé de se tenir au courant tous les jours. Donc oui, on est en parfaite communion. On prépare assidûment ce stage-là qui arrive. Et je vais souligner aussi que l'un des membres imminents de ce staff, c'est aussi le team manager que vous connaissez bien, qui est l'ancien capitaine de l'équipe nationale, qui est Serge Akakbo, qui a été nommé team manager de l'équipe aussi, qui est du côté de la France, mais qui est en contact avec nous tous les jours et avec qui on prépare ce stage-là qui vient. On sait aussi qu'il y a Gassak aussi qui est avec les gardiens. Il était déjà dans le dernier staff, donc c'est pourquoi je ne l'ai pas eu à le notifier, mais oui, Gassak aussi qui est un gardien de légende de l'équipe nationale, qui est aujourd'hui entraîneur de gardien, et donc qui est dans ce staff. Une dernière question, quel sera le visage des éperviers? Les anciennes têtes ou de nouvelles têtes que vous avez déjà pensé et appelées? Ouais, bon, c'est vrai que la liste des joueurs convoqués pour le stage de Turquie sera dévoilée vendredi. Donc, je n'ai pas trop le droit de tout dire, mais oui, mais bien évidemment, c'est pas parce qu'il y a un nouveau staff qu'on va tout chambouler non plus. C'est une suite en fait, un travail qui se fait. On reconnaît ce travail-là qui a été fait sur l'ancien staff. C'est vrai que ça n'a pas donné les résultats escomptés, on est tous d'accord. Parce qu'au niveau de l'équipe nationale ou bien de toute sélection, ce sont les résultats qui comptent le plus. Et donc voilà, on ne va pas tout chambouler. D'ailleurs, les joueurs n'en ont pas 1000 non plus. C'est le Togo, c'est pas la Côte d'Ivoire, le Nigeria qui ont des milliers de joueurs qui peuvent piocher un bon réservoir. Donc nous, avec le peu qu'on a, il faut toujours les utiliser. Donc oui, il y aura les joueurs qu'on connaît et il y aura aussi de nouvelles têtes, je vous le confirme. Karim Benzema est en sélection, comment? Ça c'est une question qui ne comprend pas. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Comment vous le trouvez, une bonne nouvelle? Non, c'est une bonne nouvelle. J'aime bien le joueur, beaucoup le joueur, et son absence en sélection depuis un bout de temps, tout le monde a compris que c'était pas forcément lié à des critères sportifs. Aujourd'hui, il est là. Vous avez vu ce que ça a créé en France. Tout le monde était super content de voir Karim Benzema, donc j'espère que son retour va apporter beaucoup de choses à l'équipe de France. C'est bon les filles, on a fini.
Je peux poser une question. J'espère qu'on n'a pas allé trop vite. Hein. Trop vite, trop vite. C'est vrai que moi-même, j'ai un débit très rapide, on m'a toujours dit. En fait, bon, Navi Sandy, vas-y, avant que je ne parle. J'aimerais savoir par rapport... Non, appelez-moi Steven, monsieur là. Ok, Steven, j'aimerais savoir par rapport au football. Oui. Y a-t-il... c'est-à-dire la retraite, c'est à partir de quand? Non, il n'y a pas de retraite. Il y a pas de... Non, il y a On peut commencer on peut continuer à 40-50 ans. Non, il n'y a pas un âge défini. Ok. C'est en fonction de ton état de santé, de ton physique, comme on dit. C'est une question Si tu sens que tu peux jouer... Aujourd'hui, il y a Ibrahimovic qui joue à 39 ans. Ouais, avec il y a Manchester. Hilton, le défenseur de Montpellier, qui a 40 ans. Ouais. Il y a même le joueur le plus âgé aujourd'hui d'un football professionnel. Il est japonais. Il a 51 ans. Voilà. Il joue en première division. Donc, c'est pour Il vous faut dire... jouer à partir de quel âge? Non, mais à partir de quel âge? Faut commencer. Le foot, on le commence dès le bas âge. Commence à marcher. Voilà, dès le bas âge. Maintenant, pour rentrer, bien évidemment, il y a plusieurs passages. C'est-à-dire, il y a les pupilles, comme on appelle, les moins de 10 ans. On commence comme ça, le moins de 12 ans, le moins de 15 ans. Et puis à partir de 14 ans, 15 ans, vous rentrez dans un centre de formation. Vous rentrez dans un centre de formation où là. J'ai besoin de ces Oui, où la formation généralement. On comprend. La formation généralement doit durer 3 ans. Donc à 18 ans, normalement, vous êtes prêt pour le monde professionnel. Donc à partir de 18 ans, vous pouvez commencer par signer un contrat pro. Et puis là, vous commencez véritablement une carrière professionnelle. Et vous pouvez jouer jusque là où votre physique décide de vous lâcher. Parce que c'est plus le physique qui joue en football. Parce que si vous n'avez pas plus la condition physique, le souffle, comme on dit souvent, pour courir, bon, à quoi ça sert de rester sur le terrain? Exactement. Okay. Donc, je tiens à rappeler que nous sommes avec M. Steven Lavon, qui est attaché de presse de la Fédération togolaise de football. Non, des éperviers. Ah, plus des éperviers voilà, que de la fédération. Exactement. Okay, chaque sélection aujourd'hui a un attaché de presse. Donc moi je suis attaché de presse de l'équipe nationale A, comme on l'appelle, les éperviers. Et puis bon voilà, puisqu'il y a un chargé de communication pour la fédération. Voilà, donc les rôles sont un peu différents. Donc moi je me permets de dire Monsieur Steven, reprenez-le comme ça. Je suis une vraie novice en matière de sport. Ouais. Je regarde les matchs quand les éperviers jouent. C'est le seul match que je regarde. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Après, non, sérieux, c'est quand les éperviers jouent que moi je regarde le football. Ouais. Je suis une vraie novice. Pour une novice comme moi, j'aimerais savoir comment se fait la sélection des entraîneurs. En fait, je suppose qu'il y en a beaucoup. Mais comment vous faites pour dire c'est celui-ci que nous allons prendre pour entraîner notre équipe? Comment ça se fait? Bon, alors c'est une tâche qui est dédiée aux responsables, bon, notamment la fédération. C'est la fédération qui prend en charge ce côté-là. C'est-à-dire que pour recruter un sélectionneur, c'est la fédération qui lance un appel d'offres. On appelle la candidature comme ça. Et donc les techniciens postulent. Et puis après, on met en place des comités où on retrouve des techniciens, des directeurs techniques nationaux, bon voilà, des membres de la fédération, des membres du ministère des Sports. Parce que chez nous, quasiment en Afrique, c'est plus l'État qui paie les sélectionneurs. Du coup, il faut que le ministère des Sports ait un regard dans le choix du sélectionneur. Donc voilà comment ça se passe. Après, lorsque les techniciens postulent, bon, les commissions se mettent à table pour désigner celui qui a le meilleur profil. Bien évidemment, il y a un profil déjà qui est établi. Ouais. Voilà. Donc on désigne, comme le cas avec avant la nomination de M. Duarte, il y a eu 35 techniciens qui ont postulé pour entraîner les éperviers. Et donc voilà, après la présélection, il y a eu une shortlist de 5, on a dégagé 5 personnes qui répondaient aux critères, etc. Et puis à la fin, c'est le nom de Paulo Duarte qui est sorti. Donc voilà comment un peu ça se passe. Ouais. Avec l'aide de Melka, pour nous les novices, on va voir la photo de M. Duarte. On pourra voir et revoir, bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je pense que vous l'avez tous vu, oui. Mais voir sa photo. Oui. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que M. Duarte a de particulier? Parce que vous l'avez dit, il y avait 35 personnes. Qu'est-ce qui a fait que M. Duarte s'est sorti du lot voilà. Et devient aujourd'hui le sélectionneur ou l'entraîneur de notre équipe nationale? Oui, bon, déjà, parce que c'est un entraîneur déjà qui a une bonne connaissance du continent.
Il a commencé à travailler en Afrique à partir du Burkina Faso. Il a entraîné au Burkina Faso. Il a entraîné le Gabon aussi. Après, il a entraîné des clubs aussi sur le continent, toujours le CS Fassi en Tunisie et aujourd'hui le 1er Agosto en Angola. Avec le Burkina Faso, entre-temps, il a été 3e de la CAN en 2017. Donc je pense que tous ces facteurs-là, bien évidemment, on va dire, ont plaidé en sa faveur. Et puis après, c'est un entraîneur, on a vu qu'il est jeune. Quand je vois dans la shortlist qui a été retenu, j'ai vu que les autres étaient plus âgés que lui. Lui, il a 52 ans. On sent un entraîneur qui est jeune, qui a de l'ambition, qui on sait peut nous amener peut-être plus loin. Donc voilà, je pense que c'est tout cela qui a plaidé à sa faveur. Maintenant, comme je dis d'habitude, il n'y a que sur le terrain qu'on jugera. On verra. C'est les résultats qui compteront après. Que tu sois le meilleur ou pas, c'est les résultats. Parce que l'ancien sélectionneur était, on va dire, c'est l'un des plus grands entraîneurs en Afrique, pour le roi. Et quand il est arrivé, il y avait beaucoup d'attentes. Bon, malheureusement, 5 ans après, on a vu les résultats n'étaient pas au bout. Donc voilà, aujourd'hui, on attend M. Douarté avec... On attend beaucoup de lui. Oui, on attend beaucoup de lui. Après, on sait aussi, il faut que les gens se rendent compte que ce ne sera pas facile. On vient de passer plusieurs mois très très difficiles. Et pour reprendre, il faut aussi du temps. Il faut un peu de temps. Bon, malheureusement, on va entamer avec des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est-à-dire des matchs officiels. Il faudra gagner les matchs. Tout le monde va attendre que les éperviers gagnent tous les matchs. Oui, mais je dis déjà que... Comme je l'ai dit, je ne regarde le foot que voilà, quand les éperviers gagnent. Ça c'est déjà bien. C'est vrai que même ces derniers mois, on n'avait même plus de spectateurs. Personne ne regardait même les matchs des éperviers. Et donc voilà, c'est notre rôle aussi maintenant de pouvoir rappeler les gens, remobiliser un peu la troupe. Pour leur dire, c'est pas remettre l'amour dans les... Voilà, c'est pas fini. Il y a toutes les équipes au monde passent par ce genre de moments. Il y a des périodes où ça ne gagne plus, vous ne gagnez pas. Vous faites tout, vous ne gagnez pas. Mais il faut toujours être derrière, pousser. Pour et puis, les motiver. Voilà, les motiver. Et puis les résultats reviendront. Donc on aura besoin de tout le monde, le public, tout le monde, les médias, pour qu'ils puissent nous faire confiance et nous accompagner dans cette mission qui sera difficile. On a juste 1 minute et il y a cette question qui dit pourquoi un stage en Turquie alors qu'on joue contre des pays africains? Oui, bon, enfin, pour l'organisation des stages comme ça, soit vous avez les moyens, vous l'organisez, on l'organise à Lomé. Chez vous. Ça demande beaucoup de moyens, ou soit vous ne l'avez pas. Et il y a souvent les matchmakers, comme on les appelle, les agents aujourd'hui qui organisent des matchs, ils sont là aussi, c'est leur travail, qui organisent des regroupements pour les équipes nationales, pour des clubs comme ça, qui vous approchent et vous proposent des événements comme ça. Donc la Fédération togolaise de football a trouvé cette offre très très bonne pour l'équipe nationale, surtout que les sélections que j'ai citées tout à l'heure aussi seront en regroupement là-bas. Donc ça facilite un peu la tâche. La Turquie a de superbes installations pour les équipes nationales et pour les clubs. Même les clubs professionnels européens font des stages à l'été en Turquie. Donc voilà, c'est une plateforme qui est super. Donc c'est pourquoi ce choix a été fait, l'offre a été bonne et puis il y a toutes les garanties nécessaires. C'est vrai que la Turquie est aujourd'hui l'un des pays européens les plus frappés par la pandémie, mais ils sortent d'un confinement. Donc le Togo n'a pas mis la Turquie sur sa liste rouge, donc je ne vois pas le problème si le Togo va en Turquie. Il n'y a pas de souci, il y a toutes les garanties nécessaires pour que ce stage-là se déroule. Parce que les rencontres se feront contre des équipes africaines là-bas. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de questions pour vous. J'imagine. Beaucoup de questions. Les éperviers, ça nous intéresse tous. Et on est déjà à la fin de l'émission. Mais il y a un téléspectateur qui demande où est l'équipe féminine de football. Oui, il y a une équipe féminine. Elle est là, on oui, elle est là. Les éliminatoires? Non, il est là. Oui, il est là. Elle est là, pardon. Il y a une belle équipe féminine, qui est en train de grandir, bien évidemment. Et cette équipe-là doit faire les éliminatoires. Les éliminatoires. Ça intéresse les femmes, c'est normal. Oui, on va rentrer. Les éliminatoires vont démarrer, je crois. Oui, normalement, les éliminatoires devaient démarrer le mois prochain. Normalement, les éliminatoires devaient démarrer. Mais cinéma, vous voulez. Malheureusement, aujourd'hui même, juste ce matin, on apprend que les éliminatoires ont été reportés en octobre. Donc, les éliminatoires pour la CAN féminine qui doit se jouer en 2022 au Maroc ont été reportés en octobre. Ça va démarrer en octobre. Donc, bon, voilà. Si vous voulez, jusqu'on n'a pas le temps, si vous voulez, je vous donnerai le contact de l'attachée de presse de l'équipe féminine. Elle viendra. Mais ce serait bien. Voilà, elle viendra vous donner les informations. Ah, c'est une femme? Bien sûr, bien sûr. Ah, non, je vais rentrer. Comme le coach. Si vous ne me voyez plus. Oh là là,
comprenez que je fais mon stage en Turquie. Si vous ne me voyez plus là, doucement, si vous ne me voyez plus dans Nectar, comprenez que je suis dans l'équipe féminine et que je fais mon stage. On se souvient au moins que Wedikoub, ma fille, nous a fait une vidéo pour les vœux ici. Exactement. Ouais, c'est ma collègue. Ouais, la notre meilleure joueuse. Mais c'est ma collègue. Ah, si ok, vous ne me voyez plus, comprenez. Je suis dans l'équipe féminine. Elle prend tout de maman, elle est collègue de tout le monde maintenant. On est maintenant arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bien sûr, on a un gagnant pour notre bon. Et c'est moi? Le nom du gagnant sera affiché sur la page ce soir. Il recevra son colis aujourd'hui comme nos deux autres gagnants de la semaine dernière. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Nous avons passé un formidable moment. Nous avons fini en sport. Si vous ne me voyez plus à Nectar, comprenez que je fais mon stage en Turquie, je le rappelle. Merci beaucoup José, merci Elias, merci Sandy, merci Steven, merci à Melka et à toute l'équipe technique qui nous a suivis, qui nous a accompagnés, qui a tout fait voilà, ce matin avec nous. Et restez toujours en compagnie des programmes de la TVT. Bonne journée à vous et bye bye. Bye.